Bien, bonsoir. On va. Pierre-Yves Rogeron ne pourra pas être là ce soir, il a des contraintes familiales. Donc il m'a chargé de faire la rapide présentation en son nom. Donc nous recevons ce soir M. Éric Branca, qui est historien et journaliste, si je ne m'abuse, et qui est déjà bien connu, puisqu'il a déjà une longue œuvre éditoriale derrière lui, qui s'enrichit récemment d'un nouvel ouvrage, donc L'Aigle et le Léopard, sur un sujet qu'on connaissait déjà un peu, à savoir les liens obscurs et troubles qui existaient entre certains milieux britanniques dans les années 30 avec l'Allemagne nazie. Ce livre que je n'ai pas encore lu mais que je vais dévorer tombe à point. D'autant qu'il s'inscrit dans une œuvre qui est déjà à la fois nombreuse et passionnante, et non seulement passionnante, mais que je n'hésiterai pas à qualifier d'utilité publique. Notamment, ça je vous le dis tout net, hein, c'est un point de vue qui n'engage que moi en tout cas, mais votre ouvrage qui s'appelle L'Ami américain, que je vous recommande chaudement, qui a eu d'ailleurs un succès éditorial tout à fait... et qui continue. Et qui continue, parce qu'il vient de passer en poche, si je ne m'abuse. Voilà. Donc c'est d'utilité publique, parce que ça nous permet de relire, reconsidérer, repenser le monde anglo-saxon au XXe siècle. Alors il ne s'agit pas d'en faire ni des démons, mais en tout cas pas les dieux qu'on nous présente depuis plusieurs décennies. Vous voyez ? Voilà. Bon, je parle essentiellement de ces... Je vous cite ces deux livres, hein, celui dont on va parler ce soir longuement, et puis L'Ami américain, mais on pourrait parler de tous les autres, mais nous serions encore demain matin. Donc, en attendant, place à Éric Branca. Professeur, vous avez la parole. Donc, je vais essayer d'être pas trop bref, mais pas trop long non plus, et de vous expliquer d'abord pourquoi j'ai fait ce livre. Comme toujours, quand on fait un livre sur un sujet qui n'est pas très populaire, qui ne répond pas à une attente, qui n'est pas dans l'actualité, c'est pour réparer une lacune, justement parce qu'on en parle peu, et c'est aussi plus spécifiquement pour corriger ce que j'appellerais une illusion d'optique historique. Cette illusion d'optique, vous l'avez très très bien résumée en parlant de l'idéalisation que nous avons des anglo-saxons et des anglais en général. Cette lacune, bon, c'est effectivement un sujet qui a été peu abordé, si ce n'est sous l'angle d'Édouard VIII. L'illusion d'optique, c'est celle de la fameuse entente cordiale, grand mot de l'avant-guerre de 14, qu'on continue à employer jusqu'en 40, alors qu'il devient totalement faux, et même, je dirais, que c'est une imposture d'en parler jusqu'en 40. On nous explique que, certes, il y a eu Wallis Simpson, Édouard VIII, mais tout ça, c'est un peu un hasard de l'histoire. C'est un peu, c'est une chronique mondaine qui a mal tourné. Eh bien, pas du tout. J'ai essayé de montrer dans ce livre que l'anomalie, c'est pas du tout ça. L'anomalie, c'est Winston Churchill et c'est les adversaires de ce qu'on a appelé l'apaisement. Mais je vous démontrerai qu'il y a bien des gens qui sont allés beaucoup plus loin que le parti de l'apaisement. Et qu'en réalité, ce qui était visé, bien au-delà des aventures d'Édouard VIII et de Wallis Simpson avec Adolf Hitler, vous savez qu'ils ont fait leur voyage de noces à Berchtesgaden, peu de gens le savent, en 1937, en octobre 1937. Au-delà de cela, il y avait vraiment un parti qui se mettait en place, au-delà même d'une entente, pour un véritable partage du monde. Alors, à tout livre, il y a un déclencheur. Ça fait très longtemps que je m'intéresse au sujet. Mais le déclencheur, ce qui m'a poussé à l'écrire, c'est un très beau film que vous avez peut-être vu,
qui s'appelle Les Heures sombres, de Joe Wright, avec Gary Oldman dans le rôle de Churchill. C'est un film qui est formidable, qui est historiquement d'une rigueur parfaite parce qu'il est fondé sur les PV du comité de guerre britannique, donc on ne peut pas être plus rigoureux. En revanche, on n'y comprend rien, ou peu, si on n'est pas familier de cette affaire, et si on n'a pas un background d'au moins 20 ans derrière. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment les choses ont été tellement sur le fil au mois de juin 1940, en mai-juin 40, si on n'a pas une vision synthétique de ce qui s'est passé avant, et notamment depuis 1918. Alors, il pourrait y avoir un background cinématographique. C'est le très beau film de James Ivory qui s'appelle Les Vestiges du jour, que vous avez sûrement vu aussi, qui est magnifiquement joué, qui est également très rigoureux, sauf qu'on a changé les noms. Le héros s'appelle Lord Darlington, il n'a jamais existé. En réalité, c'est Lord Londonderry, qui était le ministre de l'air du gouvernement MacDonald jusqu'en 1935. Mais tout le reste est absolument exact. Mais là encore, ce ne serait qu'un background absolument provisoire, incomplet. Parce que ça tente à nous démontrer que les partisans de l'entente avec Hitler étaient des aristocrates, et uniquement des aristocrates. Or, pas du tout. Il n'y a pas que la famille royale d'un côté, les aristocrates de l'autre, et quelques grands bourgeois. C'est un tropisme, le tropisme allemand, qui touche la société anglaise dans son ensemble, dans les années 20 et 30. Je dis 20 et 30, car même avant Hitler, c'était important. Donc c'est vraiment mon sujet. Quelles sont les forces profondes, au sens du grand historien des relations internationales Renouvin, quelles sont les forces profondes qui ont présidé à tout cela? Pour que des forces profondes se mettent en place et pour que ça débouche sur une politique suivie, il faut des moteurs politiques, économiques, sociologiques, culturels. Je vois 3 moteurs. Il y a un moteur britannique, typiquement britannique, qui n'est pas d'hier, qui est de toute éternité, qui s'appelle la balance of power. La balance of power, c'est Disraeli qui l'a codifiée en quelque sorte, mais elle existait avant, elle existait du temps de Napoléon. C'est l'idée d'empêcher par tous les moyens une puissance continentale adverse de se mettre en place, et pour empêcher cette puissance continentale, d'aider le moins fort, le moins puissant du moment. C'est ainsi que les Anglais ont soutenu les Russes et les Prussiens contre Napoléon, puis ensuite ont soutenu les Français, ont embringué les Français du malheureux Napoléon III contre les Russes, n'est-ce pas, qui menaçaient les détroits, et puis c'est en 1914 le choix de la France contre l'Empire de Guillaume II. Donc tout ça, c'est une vieille affaire britannique qui n'a rien à voir avec les nazis, ni avec même le nationalisme allemand. L'autre moteur, qui lui est commun aux deux peuples, qui est un moteur extrêmement puissant, mais qui n'est pas actif avant la fin de la Première Guerre mondiale, c'est le moteur du racisme, je dirais même du racialisme, c'est-à-dire de l'obsession raciale. On pourrait parler, les anglo-saxons parlent de suprématisme racial. Inutile de vous dire que le racisme est intrinsèquement lié au pangermanisme. C'est pas la peine de faire un dessin, on n'a pas attendu Hitler pour ça. En Angleterre, c'est un peu différent. Il est indissociable du darwinisme, indissociable de ce qu'on a appelé le darwinisme social, c'est-à-dire la doctrine de Spencer, qui a été la doctrine de tous les colonialistes anglais. Alors, de bons esprits me diront, oui, mais Darwin lui-même n'a pas aimé l'usage qu'on a fait de sa théorie d'évolution et a démenti Spencer. Tout ça est vrai. Ce qui est important dans un phénomène historique comme celui-là, c'est la lecture qu'on fait d'une doctrine et la manière dont les élites l'utilisent. Or, le darwinisme, que ça plaise ou non à M. Darwin, était la doctrine des colonialistes anglais. Donc ça, c'est un moteur vraiment commun des deux côtés de la Manche. Le troisième moteur, alors là, il est plus lié à Adolf Hitler lui-même, c'est l'admiration absolument jamais démentie qu'il vouait aux Britanniques.
cette admiration, vous la trouvez absolument dans tous ses propos. Que ce soit ses propos officiels, dont toutes les offres de paix qu'il fait à la Grande-Bretagne à la fin des années 30, mais bien avant, dans Mein Kampf, et bien avant, dans les discours qu'il tient à ses proches. Pour la petite histoire, alors là, je ne trancherai pas parce que les historiens ne sont pas d'accord sur la question, mais il y a une forte présomption qu'Hitler ait développé cette admiration de la Grande-Bretagne en Angleterre même. Oui, je dis bien en Angleterre même. En 1913, il aurait passé 6 mois chez son demi-frère qui s'appelait Aloïs et qui avait épousé une Irlandaise qui s'appelait Bridget. Et il aurait passé 6 mois à Liverpool en 1913. Un journaliste américain du nom de Gardner a sorti un livre extrêmement intéressant à partir des mémoires de cette Bridget Hitler qui avait en 1940 essayé de faire publier son livre. Et puis finalement, le FBI l'a saisi, ça n'a jamais été publié. En 89, c'est ressorti en Grande-Bretagne, c'était traduit en 2013 ou 2014, et un grand historien qui s'appelle François Delplat, je crois que vous avez reçu ici, l'a préfacé, et dit qu'il y a de fortes chances que cela soit plausible, à défaut d'être certain. Voilà, bon, c'est pour la petite histoire, mais c'est important de savoir qu'Hitler serait allé en Grande-Bretagne en 1913, et ce que raconte sa belle-sœur, puisque belle-sœur il y a, c'était sa belle-sœur, puisque c'était la femme de son demi-frère, elle ne peut pas l'avoir inventé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs pencher les gens qui ont lu ce livre, dont moi, c'est ce qui me fait pencher pour dire qu'ils ont raison. Bon, mais je n'ai pas étudié ça, il faut rester prudent. Alors, sortons de la petite histoire, il y a les textes. Et les textes dans Mein Kampf, ils sont absolument dirimants, on peut pas s'y opposer. Hein. Il explique que la France est l'ennemi absolu, que l'Angleterre c'est non seulement une sœur de sang pour les Germains, c'est la cousine germaine, mais c'est en plus une nation, une puissance à laquelle l'Allemagne ne demande rien et n'a aucune revendication. Ça, c'est important. Et puis, il y a l'autre livre d'Hitler, ce qu'on appelle le second livre, qui est un livre de politique étrangère, qu'il avait rédigé à la suite de Mein Kampf, qui devait paraître à la fin des années 20, et finalement qui n'a pas publié parce que son entourage, notamment Putzi Anfangel, qui était son grand conseiller pour les affaires anglo-saxonnes, l'a convaincu de ne pas le faire. Il disait, il vaut mieux que vous disiez ça en tête-à-tête aux officiels anglais ou américains, aux anglo-saxons, de manière générale, que je vous ferai rencontrer, mais ne le publiez pas. Ce livre, il a été exhumé à la fin des années 50, il a été publié en Allemagne au début des années 60, en France au milieu, et il est tout à fait passionnant parce que c'est une doctrine de politique étrangère, et il n'est question que de la Grande-Bretagne. Quelle est la doctrine qu'il développe ? C'est vraiment celle d'un partage du monde, c'est-à-dire aux Anglais, aux anglo-saxons en général, mais aux Anglais en particulier, la maîtrise des mers, la maîtrise des peuples, entre guillemets, sous-développés, parce qu'Hitler n'était pas du tout colonialiste. Enfin, il était colonialiste pour l'Europe continentale, mais pas du tout pour ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le tiers-monde. Pas du tout. Il laissait ça de bonne grâce aux Anglais. Et c'est ce qui change fondamentalement avec l'avant-Première Guerre mondiale. Car avant la Première Guerre mondiale, tous ces ingrédients existaient, plus ou moins. Il y avait une admiration mutuelle dans les deux peuples. Il y avait, vous avez cité Houston Stewart Chamberlain, qui est un Anglais, certes, mais qui a pris la nationalité allemande en 1913, qui est mort en 1926, et dont le livre principal, qui s'appelle Le mythe du XIXe siècle, les racines du XIXe siècle, à ne pas confondre avec le mythe du XXe siècle de Rosenberg, a été considéré par Hitler comme l'un des évangiles du Troisième Reich. Il le dit dans le Völkischer Beobachter en 1926, à la mort de Chamberlain. Pour la petite histoire, Chamberlain s'était marié avec une fille de Wagner et est mort à Bayreuth en 1926. Il a donc connu très étroitement Hitler, il l'a soutenu au moment de son putsch, il est allé le voir en prison,
Et lorsqu'Hitler est sorti de prison, il lui a rendu hommage, il est quasiment mort dans ses bras. Et il a été considéré par Hitler, au même titre que Dietrich Eckart, qui lui était un Allemand, comme l'un des deux, je le répète, évangélistes du Troisième Reich. Donc c'est important. Donc les ingrédients dont j'ai parlé existaient. Simplement, avant la guerre de 14, simplement, Guillaume II, petit-fils de la reine Victoria, avec lequel il avait d'excellents rapports, il concurrençait très vivement les Anglais sur les mers. Et son rêve était une flotte allemande qui soit au moins l'égale de la flotte anglaise. Et en plus, il voulait des colonies. Il avait été maltraité au moment du traité de Berlin, parce que Bismarck, vous le savez, était lui tout à fait contre l'expansion coloniale. Il considérait, comme beaucoup de politiciens allemands, que c'était une dispersion, une perte de puissance, et que plus on s'étendait, il citait par exemple l'édit de Caracalla de 212, qui était pour lui le début de la fin de l'Empire romain, puisqu'on avait donné la citoyenneté romaine à tout l'Empire. Donc cette école pangermaniste était tout à fait contre la colonisation outre-mer, et Hitler en était absolument solidaire. Bien. Donc tout ça ne pouvait pas fonctionner avant la guerre de 14. Mais en 1918, ça fonctionne parfaitement. L'Allemagne est une puissance à terre, elle a encore un potentiel considérable, mais elle est à terre. La France est en passe de devenir la première puissance du continent en vertu du traité de Versailles, donc il ne faut pas laisser faire ça du point de vue des Anglais. Et vous avez en plus quelqu'un qui s'appelle Hitler, qui donc commence à parler au milieu des années 20, et qui dit qu'il faut faire alliance avec les Anglais et se partager le monde. Ça ne peut pas être une conjoncture meilleure. Ça ne peut pas être une conjoncture meilleure. En 1919, vous vous souvenez que les Américains, les premiers, refusent de ratifier le traité de Versailles. Le président Wilson vient en France, il ne va même pas visiter les champs de bataille de la Marne, il n'a aucune idée de ce que sont les destructions qui ont été infligées à la France par les Allemands. Il refuse de ratifier le traité de Versailles. On dit que c'est le Congrès, c'est sans doute le Congrès, mais enfin je pense que Wilson n'avait pas une grande envie de le ratifier. Et que fait Lloyd George, après avoir dit en tête-à-tête à Clémenceau, en 1918, nous allons presser l'Allemagne comme un citron, il lui dit, écoutez, si les Américains ne ratifient pas le traité de Versailles, on va le ratifier, mais on ne garantira pas la rive gauche du Rhin. Et donc là, la France, premier coup de poignard dans le dos, la France qui avait pris des gages sur la rive gauche du Rhin, la Sarre et la Rhénanie, se voit lâchée par son allié, par le grand allié britannique de l'entente cordiale. Et puis ensuite, les Anglo-Saxons font pression sur les Allemands pour qu'ils ne payent pas ou qu'ils payent moins les réparations, puis qu'ils arrêtent de les payer. Ce qui se passe en 1923. Et que se passe-t-il en 1923 ? Poincaré occupe la Ruhr pour se payer en nature, démonter les usines. Et que se passe-t-il là ? Les Anglo-Saxons, et en particulier, une fois de plus, les Britanniques, dans la personne de Montagu Norman, qui se trouvait être le gouverneur de la Banque d'Angleterre, joue contre le franc, spécule contre le franc, crée une crise économique importante et oblige les Français à céder, à se retirer de la Ruhr. C'est ce qu'on appelle de bons alliés. Le calcul, il est évident, c'est faisons en sorte que les Allemands ne se ruinent pas par les réparations et que ce qu'ils ne donnent pas aux Français pour se redresser, ils le donnent en tant que clients aux Anglo-Saxons et notamment aux industries lourdes américaines et anglaises qui commencent à faire des joint ventures avec l'industrie lourde allemande et notamment les combinats de la Ruhr. Donc ça, Hitler n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment une politique de balance of power typique qui s'exerce contre l'allié français. Et ça, c'est vraiment très important. Je cite dans mon livre des prises de position tout à fait incroyables de la classe politique britannique et contre la France, accusant la France de vouloir de ressusciter l'empire napoléonien. Enfin, la France, vous voyez la France de 1920, la France de Poincaré,
de ressusciter l'Empire napoléonien. Même, vous savez, Wells, l'auteur de La Guerre des mondes et du Voyage dans le temps, qui rejoindra d'ailleurs le parti fasciste britannique et qui explique que les Français veulent refaire une flotte de guerre pour faire un blocus continental à nouveau. Enfin, c'est tout à fait délirant. Donc voilà, ça, Hitler et les fascistes anglais n'y sont pour rien. C'est vraiment la classe politique britannique. Donc, l'idée, c'est à l'Allemagne la maîtrise du continent et aux Anglais celle des mers. Arrive Hitler. Et là, il y a un camp important qui se fait jour en Grande-Bretagne et qu'on va appeler le camp des apaiseurs, les apaiseurs. Ce camp, je voudrais en dire un mot, il ne faut pas le confondre avec les gens dont je vais parler et dont monsieur a parlé, par exemple les fascistes britanniques. Il y a des points communs, des conjonctions, des passerelles, mais ce n'est pas les mêmes. Les apaiseurs, c'est évidemment Chamberlain, qui prend le pouvoir en 1937, qui en est le symbole, hein, c'est l'homme de Munich, etc. Mais avant lui, il y avait MacDonald. Et l'inventeur du mot appeasement, ça n'est pas Chamberlain, c'est Sir John Simon, qui était son ministre des Affaires étrangères, le ministre de MacDonald en 1935. C'est lui qui a lancé l'idée de l'appeasement, c'est-à-dire céder à l'Allemagne la plupart de ses revendications contraires au traité de Versailles pour s'en faire une alliée. Et pour surtout faire en sorte que la France ne domine pas l'Europe. Le chef-d'œuvre de l'appeasement, ça n'est même pas Munich. Munich, on va en reparler, parce qu'il pourrait y avoir une lecture positive de Munich. Il ne faut pas caricaturer Munich. Munich a été une catastrophe, évidemment, mais il aurait pu y avoir une autre lecture de Munich. Quand vous lisez les mémoires de Daladier, vous vous en rendez compte. Vraiment, ce qui a été typique dans la politique d'appeasement, c'est le traité naval anglo-allemand de 1935, qui a été négocié totalement dans le dos des Français. Pierre Laval était à l'époque président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, il avait les deux portefeuilles, et il a appris pratiquement par la presse qu'il y avait une négociation entre les Anglais et les Allemands pour, alors là, mettre à bas les clauses du traité de Versailles et faire en sorte que la flotte allemande atteigne 40% du total de la flotte britannique. C'est comme coup de poignard dans le dos, il n'y a pas mieux. Et c'est 1935, et c'est pas Chamberlain, c'est avant. Donc, cette politique de l'appeasement, évidemment, elle va se développer jusqu'à Munich avec Chamberlain et avec son autre représentant, Lord Halifax. Lord Halifax, lui, il a un peu un pied dans chaque camp. Il est à la fois appeaseur, mais il va devenir de plus en plus proche, je ne dirais pas des fascistes britanniques, mais de ceux qui veulent une entente en bonne et due forme avec Hitler. Chamberlain, je vous dresse un portrait de Chamberlain qui va peut-être valoir quelques ennemis, parce qu'on le ridiculise toujours. Chamberlain était qui avait une réputation de fermeté. Il était Lord Maire de Birmingham pendant très longtemps, pendant près de 20 ans, il avait succédé à son père. C'était un conservateur extrêmement social, qui dans les entreprises familiales avait été très en avance, et qui, malheureusement, face à Hitler, avait une mentalité de comptable. C'était un comptable, il avait réussi, il était entré dans la vie active en redressant les entreprises de son père, il ne marchait pas très bien, et c'était un comptable. Et donc il voyait les relations internationales comme des négociations, comme du donnant-donnant, et comme toujours cette politique d'équilibre, voilà. Et il n'a aucune sympathie pour Hitler, aucune. Ça serait une erreur de le dire. Simplement, c'est quelqu'un qui est totalement inadéquat avec le personnage qu'il a en face de lui et avec la situation explosive qui est celle de l'Europe à l'époque. Halifax, c'est autre chose. Halifax, c'est un ambitieux rentré. D'abord, c'est quelqu'un qui a complexé parce qu'il lui manque une main.
Il est immense, il fait presque 2 mètres, et il lui manque une main. Alors, il y avait la même chose d'ailleurs chez Guillaume II. Lui, il n'avait pas une main en moins, il avait un bras atrophié. Mais les gens qui ont connu Halifax disent qu'il était extrêmement complexé, et de sa taille, et de cette infirmité. Et c'est un grand comploteur. C'est quelqu'un qui a toujours 3, 4, 5 fers au feu et qui ressemble. Churchill le surnommait non pas Halifax, mais Holy Fox, car c'était en plus un chasseur de renards, un type très impressionnant. Churchill le surnomme Holy Fox, car il a toujours un mauvais parti dans sa poche. Et lui va jouer un rôle absolument délétère, bien pire que celui de Chamberlain. Car il faut se souvenir qu'après le coup de Prague, donc 15 mars 1939, Hitler, contrairement à ses engagements de Munich, envahit la Tchécoslovaquie, enfin envahit les Sudètes d'abord, qu'on lui donne, et puis ensuite la Tchécoslovaquie qu'on ne lui donne pas. Et là, Chamberlain se rend compte qu'il s'est fait rouler. Et il essaie de rattraper le temps perdu, qu'il ne se rattrape jamais en diplomatie. Alors il essaie de faire une alliance avec les Polonais, il relance le pacte anglo-franco-russe qui avait été initié par Laval et que les Anglais avaient laissé tomber en disant mais c'est beaucoup trop dangereux, ça va faire peur aux Allemands, etc. Donc il le relance à toute vitesse. Donc il essaie de faire ce qu'il peut. Il essaie de faire ce qu'il peut. Donc les appeaseurs, c'est une chose, mais il ne faut pas les confondre avec les autres personnages et les autres forces politiques et économiques dont je parle. Alors évidemment, le plus emblématique des autres, vous l'avez cité, c'est Mosley. Mais on aurait tort de voir dans Mosley un pur conservateur. Mosley est un aristocrate, la plus vieille famille d'Angleterre, très riche, noblesse terrienne, mais il commence au parti travailliste. Il est ministre du Travail de MacDonald en 1929. Et il incarne l'aile la plus sociale du parti travailliste. Et il manque la direction du parti travailliste en 1931 à quelques voix près. À quelques voix près. Il aurait pu devenir le patron du Parti travailliste. Et en fait, comme il ne l'a pas, il quitte le Parti travailliste et il lance la BUF, British Union of Fascists, la BUF, qui, comme vous l'avez dit très justement, était d'emblée financée par Mussolini. Mais ça n'a pas duré, ça a duré jusqu'en 1936. Alors, le fascisme de Mosley, il faudrait l'étudier de près. Il a laissé des écrits qui sont très intéressants. Ça n'est pas un fasciste à la Mussolini. Il admire le décorum fasciste. Il s'habille, il singe les fascistes italiens, ils portent une chemise noire, etc. Bon, ils ont un service d'ordre musclé, ils sont très violents. Mais finalement, quand on lit ces écrits, qui sont nombreux, son idéal, c'est certes un État corporatiste, organique, mais c'est un peu un État nostalgique de ce qu'était l'Angleterre avant la Révolution industrielle, ce qu'on appelait la Old Merry England. C'est vraiment ça. Ses mémoires sont très très intéressantes de ce point de vue-là. Il raconte son enfance, sa manière dont il vivait proche des paysans, etc. Il n'aime pas du tout la civilisation industrielle, il aime bien la civilisation rurale, prospère, mais rurale. Donc voilà, il aime le décorum fasciste, il leur emprunte tout, jusqu'aux uniformes, mais ça n'est pas un véritable fasciste au sens mussolinien, et encore moins hitlérien. Sauf qu'il va rencontrer sa femme, qui s'appelle Diana Mitford, qui est la sœur de Unity, dont je parlerai aussi, dont je parle beaucoup dans le livre, et elle est une authentique nationale-socialiste. Elle a découvert Mein Kampf très jeune. En fait, Mein Kampf a été traduit en anglais bien avant d'être traduit en français. Là encore, c'est pas un hasard. Hitler ne voulait pas que ça soit traduit en français. Il ne voulait surtout pas. Ça a été une édition clandestine en France. En Angleterre, ça l'a été dès 1927. Et Diana Mitford l'a lu, sa sœur aussi. Sa sœur s'appelait Unity. Elle avait un deuxième prénom qui ne s'invente pas, elle s'appelait Svastika.
car son père avait acheté une mine d'or au Canada qui s'appelait Svastika. Enfin, voilà, ça ne s'invente pas. Autant vous dire que quand elle a rencontré Hitler, les choses sont allées très vite. Et donc, on ne sait pas si elle a été sa maîtresse, on le dit. En tout cas, elle était toujours avec lui. Elle s'est mise à habiter Munich à partir de 1936, etc. Bon, mais elle, c'est un personnage pittoresque. Il y a eu beaucoup de livres sur elle, donc je ne vais pas en parler ici, sauf s'il y a des questions. Mais sa sœur Diana est beaucoup plus importante, car c'est elle qui a converti Oswald Mosley au national-socialisme, réellement. Et à partir de 1936, Mosley, dont le fascisme était vraiment hybride, tel que je l'ai décrit brièvement, devient un authentique nazi. Il va rencontrer Hitler, il ne va plus prendre d'argent chez Mussolini d'ailleurs, mais mal lui en prend parce qu'Hitler lui en donne moins. Mussolini était très généreux avec lui. Et il se présente à toutes les élections, et finalement, on s'aperçoit que la BUF fait peu de voix. Alors, elle n'accède pas au pouvoir pour des raisons qui sont liées au scrutin majoritaire uninominal à un tour, anglais, hein, mais aussi parce qu'ils ne font jamais plus de 10-15%. Et puis, ils se discréditent par des manifestations, ils attaquent les manifestations de gauche, communistes, etc. Ils vont attaquer un quartier juif à Londres, et là ils se retrouvent devant 10 000 types qui se défendent et qui leur mettent une raclée mémorable. Et donc tout ça tourne assez mal, finalement. Et donc, évidemment, je parle beaucoup de lui dans le livre, parce qu'il est un personnage important, mais c'est pas lui le plus important. C'est pas lui. C'est pas sa sœur, c'est pas sa belle-sœur qui participe au congrès de Nuremberg, qu'on voit à la tribune, tendant le bras, s'exprimant en allemand, etc. Tout ça, c'est très spectaculaire, mais ces gens seraient restés très marginaux, très marginaux. Il y a toujours eu des aristocrates marginaux en Angleterre, et notamment la famille Mitford était Redesdale, de son nom complet, était tout à fait extravagante, puisqu'il y avait 4 sœurs et un frère. Et sur les 4 sœurs, il y en avait 2 qui étaient nazis, une qui était communiste, mais vraiment communiste, et qui a terminé sa vie aux États-Unis avec un des leaders des Black Panthers, vous voyez. Et puis la 4e sœur était plus raisonnable, elle est devenue une dame d'honneur d'Élisabeth II. Bon. Donc tout ça est tout à fait typique de ces aristocrates un peu foutraques britanniques. Voilà. Mais il ne faudrait pas leur donner une importance qu'ils n'ont pas, même si c'est spectaculaire. En revanche, ceux dont je voudrais parler maintenant, et qui sont vraiment au cœur du livre et qu'on va retrouver jusqu'en 1940, c'est en fait la haute finance et les industriels. Il y a une organisation qu'on connaît assez peu. Il y a un universitaire français qui a fait une thèse dessus, mais que personne ne connaît, et cette association s'appelait l'Anglo-German Fellowship, la fraternité anglo-allemande, et qui était dirigée par un banquier du nom de Tennant, très grand banquier britannique du nom de Tennant, et où vous retrouviez, alors côté anglais et côté allemand, elle était dirigée, alors là, par quelqu'un directement de la famille royale britannique, cousin d'Édouard VIII, qui s'appelait Édouard à l'anglaise, car il avait pris la nationalité allemande en 1914, Édouard de Saxe-Cobourg-Gotha, qui était à la fois membre des SA et général de la SS. Alors lui était tout à fait typique. Mais le plus important, c'est le côté anglais. Parce que vous trouvez là tout ce qui compte dans l'économie de l'époque. Vous trouvez parmi les fondateurs Dunlop, vous trouvez Unilever, vous trouvez Shell. Alors c'est comme Unilever, une multinationale anglo-néerlandaise, et la majorité anglaise à l'époque. Vous trouvez la Midland Bank. Alors la Midland Bank, elle existe toujours, elle est toujours très importante, mais à l'époque, elle avait un dépôt, c'était une des premières banques de dépôt du monde, 7 fois supérieure aux principales banques françaises, à la plupart des banques françaises. Vous voyez le poids. Compagnie transatlantique Cunard, la compagnie du Titanic, etc., etc. Donc c'est une masse capitalistique absolument considérable. Et ces gens-là, à partir de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, vont multiplier les prises de participation dans l'économie allemande et donc vont participer à la mise en place de l'économie de guerre.
Et là, il y a deux hommes importants, très importants. Côté anglais, j'en ai parlé, c'est Montagu Norman, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, et côté allemand, c'est Hjalmar Schacht, qui est à la fois le président de la Bundesbank dans les années 20, et que Hitler va reconduire en 1933, mais surtout le ministre des Finances d'Hitler. Schacht et Montagu Norman sont intimement liés, sont des amis de toujours. Schacht a commencé une carrière comme banquier aux États-Unis avant la guerre de 14. C'est un homme qui a 70 ans, en 1933. Et il a même choisi le gouverneur de la Banque d'Angleterre comme parrain d'un de ses petits-fils. C'est vous dire la familiarité de ces deux hommes et de ces deux familles. Et Hitler va vraiment jouer à fond cette carte-là, jusqu'à ce que Schacht ne serve plus en 1938. Il le vire en 1938 de la Reichsbank, et il le virera en 1942 du ministère des Finances. Il ne servira plus à rien puisque l'essentiel avait été fait. Mais vraiment, ces deux personnages sont au cœur du sujet, parce que c'est l'intégration du capitalisme anglo-saxon, parce que les Américains aussi dont je parle, mais enfin c'est essentiellement une initiative britannique, et du grand capitalisme allemand. Donc vous représentez le rôle qui a dû être celui de Churchill pour empêcher tout ça. C'est parce que Churchill a été l'un des seuls à voir croître et embellir ce péril. Et là, il faut dire un mot sur les paradoxes de Churchill. Parce que Churchill est l'homme qui va empêcher tout ça, vraiment pendant 10 jours essentiels, en mai-juin 40. Mais il est aussi quelqu'un qui n'était pas construit pour s'y opposer. Je veux dire qu'il était foncièrement impérialiste et foncièrement pour l'Empire britannique. Et donc, il aurait été plutôt du côté de ceux qui était pour l'entente avec Hitler, parce que Hitler était en quelque sorte la garantie de la conservation de l'Empire britannique. L'Empire britannique, il commençait à avoir de sérieux problèmes dans les années 20 et 30. Il y avait des révoltes en Inde, etc. Halifax avait été vice-roi des Indes et avait maté une révolte en 1929-30 avec beaucoup de difficultés en achetant les partisans de Gandhi. Et donc le fait qu'Hitler, sur tous les temps, explique qu'il voulait la conservation de l'Empire britannique, ça aurait dû lui plaire. Or, pas du tout. Et là, il y a un mystère, Churchill, dont nous, Français, nous devons nous féliciter, parce que ça nous a rendu un grand service, mais qui n'est pas entièrement résolu. Alors certes, il avait une mère américaine. Et cette mère américaine a pu l'influencer dans le fait de ne pas vouloir rompre avec les États-Unis, et même de les appeler à la rescousse en 1940. Mais il y a certainement eu autre chose qu'on ne connaît pas. Je n'ai pas d'avis sur la question. Il y a eu peu de livres sur la question. François Delplat a fait un très beau livre sur Hitler et Churchill, mais ce sujet-là, pourquoi est-ce que Churchill n'a pas été là où on l'attendait ? Il n'a pas non plus de conclusion. Mais c'est un vrai sujet, et je ne trancherai pas la question. Vraiment, je suis incapable de la trancher. Et je d'ailleurs ne connais personne qui l'ait tranchée. Le fait est que Churchill est une bête curieuse, une bête rare dans le bestiaire britannique. Il est pour la France, pour l'alliance avec la France, alors que tout le monde tire dans le dos de la France à partir des années 20. Il monte à la tribune en 1925 en expliquant « mais vous êtes fous de ne pas », alors qu'il est ministre, de ne pas garantir la frontière, la rive gauche du Rhin, parce que les Allemands vont en profiter, et ils la remilitariseront à la première occasion. Ça se fera 11 ans plus tard, en 1936. Il éructe littéralement contre le traité naval anglo-allemand. Quand il rencontre les Français, Georges Bonnet, Daladier, il leur dit « mais pourquoi est-ce que vous suivez mes amis du gouvernement ? Enfin, il ne faut pas suivre ce que vous disent les Anglais. Suivez vos intérêts. Suivez vos intérêts. » Il leur explique d'ailleurs que Munich est directement, au-delà même, on va revenir sur Munich, mais
au-delà même de la stratégie qui consisterait à gagner du temps, et qui vraiment aurait été acceptable. Mais c'est une machine de guerre contre la puissance industrielle française. Pourquoi? Parce que dans les Sudètes, il y a les usines Skoda. Et si Hitler veut les Sudètes, c'est parce que c'est un potentiel industriel considérable qui fabrique de l'armement, qui fabrique des chars, qui fabrique des canons, qui fabrique des munitions, et que ça appartient à Schneider. Schneider l'a acheté en 1918, au moment du traité de Versailles, après le traité de Versailles. Et donc, Churchill prévient les Français en disant « Mais ce qu'on est en train de vous faire signer, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous allez... D'abord, c'est une alliance de revers en moins, parce qu'une fois que les fortifications de Tchèque seront plus là, Hitler rentrera à Prague comme il voudra. Et ensuite, parce que vous perdez une puissance industrielle considérable dans cette région du monde, dans cette région de l'Europe. Et il est navré que les Français ne l'écoutent pas. Donc c'est vraiment un personnage à part. C'est lui qui est anormal dans la politique britannique. Même Eden, qui passe ensuite pour un soutien de Churchill, et qu'il a été. Il sera lié à Churchill un petit peu avant Munich, au moment de la crise éthiopienne. Mais Eden, qui est déjà ministre des Affaires étrangères, en 1936, est l'homme qui vient dire à Albert Sarraut, président du Conseil, au moment de la remilitarisation de la Rhénanie, ne bougez pas, ça n'a aucune importance, les équilibres ne sont pas rompus, Hitler récupère quelque chose que de toute façon on devra lui rendre. Donc voilà, donc il fait aussi partie des appiseurs. Il fait partie de ce qu'on a appelé le sac de Cliveden, qu'on voit un petit peu dans le film d'ailleurs de James Ivory, Les Vestiges du jour. C'est la Cliveden Set, cette espèce de club d'aristocrates, de financiers, etc., où on essaie de voir comment on pourrait éviter la guerre en faisant le maximum de concessions à l'Allemagne. Bien. Et il a fait partie de ça, Eden. Donc vous voyez, c'est allé très loin. Moi, je suis incapable de vous citer 10 noms de gens qui, avant 1938, sont du côté de Churchill. Je peux vous en citer un. C'est Eric Phipps, qui est l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin et qui va être rappelé à la demande d'Hitler. Parce qu'il est, lui, ouvertement contre la politique d'apaisement. Il va être rappelé parce qu'évidemment, son poste était inadéquat avec ses convictions. Bon, mais il y a pratiquement personne ne soutient Churchill avant 1938. Tout change à partir du 15 mars 1939, quand Hitler, déchirant ses promesses, rentre à Prague. Alors là, ça change, notamment Chamberlain. Et ça change tellement que Chamberlain appelle Churchill premier lord de l'Amirauté, il le rappelle, premier lord de l'Amirauté qu'il avait été pendant la Première Guerre mondiale, le jour de la déclaration de guerre, entre l'invasion de la Pologne le 1er septembre et la déclaration de guerre qui est le 3 septembre 1939. Il le fait revenir le 2 septembre. Non pas qu'il soit converti à ses idées, mais il sait que maintenant il va falloir faire la guerre et que Churchill, au moins ça, il sait faire. Il l'a montré. Mais tout n'est pas gagné à ce moment-là. Loin de là. Loin de là. L'arrivée de Churchill, elle est contemporaine de toutes les propositions de paix qu'Hitler fait au Reichstag en octobre 1939 et qui vont extrêmement loin. Et une partie de la classe politique britannique fait pression sur Chamberlain pour qu'il accepte, et notamment Halifax. Et en réalité, tout s'effondre le 10 mai 1940, quand la France est envahie, et quand Chamberlain perd la confiance des communes. Pourquoi ? Parce qu'il avait dit, 15 jours avant, lorsque les Allemands étaient entrés à Narvik, Hitler a raté le bus. Il ne déclenchera plus de guerre, il a raté le bus, nous maîtrisons la situation. 15 jours après, enfin un mois après, c'était le 10 mai 1940. Et donc, quand il arrive aux communes, on lui fait un accueil, un véritable charivari, comme seuls les Anglais savent le faire, et il s'en va sous les huées, et c'est Churchill qui est appelé. Mais rien n'est gagné pour autant. Rien n'est gagné pour autant, puisque je vous rappelle que le 15 mai, quand Churchill fait sa première visite à Paris, il va voir Paul Reynaud, le gouvernement français est en train de plier bagages. Parce qu'il pense que les Allemands vont arriver dans les jours qui viennent à Paris,
Et il se rend compte qu'en réalité, l'armée française est prise au piège. Quand les Allemands déclenchent leur offensive le 10 mai, entrent en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, qui s'avancent à toute vitesse, Paul Reynaud dit ils vont arriver à Paris. Et puis quand Churchill arrive, le 15 mai, il lui dit non, finalement, on est rassuré, ils viennent d'attaquer par Sedan. Donc il ne se dirige pas vers Paris. Et Churchill lui dit mais c'est épouvantable, ça veut dire que le corps expéditionnaire britannique, franco-britannique, et le gros de l'armée française est bloqué en Belgique. Et ils sont en train de foncer vers la mer pour exterminer l'armée française. Et le corps expéditionnaire britannique, qui fait quand même 400 000 types. Bon, c'est pas un petit corps expéditionnaire. Et Reynaud ne voit rien venir. Et Churchill se rend compte là que la situation est épouvantable. Épouvantable. Et c'est pas le sujet, la bataille de France, mais c'est quand même très important parce que c'est un rôle extrêmement important dans la stratégie de Churchill pour faire échouer les appiseurs. Alors je raconte ça très en détail. Je vous recommande d'ailleurs un remarquable livre de François Delplat qui a une quinzaine d'années où il raconte ça, alors là beaucoup plus en détail que moi, qui s'appelle de mémoire, c'est sur Dunkerque, et ça s'appelle, je crois, le piège hitlérien, sous réserve, et qui raconte justement le pari de Churchill à la fin mai 1940. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Churchill sait que son ministre des Affaires étrangères, Halifax, a pris langue avec l'ambassadeur italien Bastianini et un Suédois qui s'appelle Dalerus, qui est un proche de Göring, pour entamer des pourparlers et donc une paix séparée. Il le sait. Et à ce moment-là, 24 mai, Hitler stoppe la Wehrmacht devant Dunkerque, alors que le corps expéditionnaire britannique est complètement encerclé dos à la mer. Et que fait Churchill ? Il refuse, évidemment, les propositions de paix d'Hitler, mais il refuse le rembarquement immédiat. Parce qu'il sait que s'il y a un rembarquement immédiat, ça veut dire que l'Angleterre va faire la paix. Et ça sera pris comme tel par la classe politique britannique. Donc il faut se battre et il faut tenir. C'est un coup de poker extraordinaire. Hitler également joue au poker. Parce qu'en laissant les Britanniques se rembarquer, il prend un risque. Mais il le fait parce qu'il se dit que Churchill est tellement fragile au comité de guerre qu'il y aura bien une majorité pour lui imposer la paix. Et ça ne se passera pas comme ça. Churchill va réussir l'opération Dynamo, c'est-à-dire le rembarquement des 400 000 soldats anglais plus à peu près 50 000 Français. La Luftwaffe va causer d'énormes dégâts, mais va être incapable à elle seule de couler les forces navales de l'opération Dynamo. Et finalement, 400 000 types vont être embarqués. Et à partir de ce moment-là, Churchill va commencer seulement à reprendre la main. Et donc, je ne vous fais pas l'histoire de ce qui se passe ensuite, Mersel-Kébir, etc., où là, Churchill, en bombardant la flotte française, commet une agression caractérisée contre la France, c'est incontestable, mais en même temps montre à Hitler qu'il est capable de se battre jusqu'au bout, notamment contre ses alliés. Et ça, psychologiquement, c'est très important. Voilà, pour les grandes lignes de ce que je raconte dans ce livre. Vraiment, il faut se rendre compte que ce qui était écrit n'est pas du tout ce qui est arrivé. Ce qui était écrit, c'était que l'Angleterre ou négocie, ou fasse la paix, mais en tout état de cause, pas qu'elle résiste comme elle a résisté. Elle n'a résisté que grâce à Churchill, parce qu'il a forcé Hitler à aller là où il ne voulait pas aller. Et pour conclure, je voudrais vous citer un grand historien anglais qui s'appelle Julian Jackson, qui est un biographe de De Gaulle, d'ailleurs, un des meilleurs biographes étrangers de De Gaulle, anglais à tout le moins, qui en 2010 a commis un petit article, tout petit article, dans un livre important qui était fait sous la direction de Maurice Weiss
et qui s'appelait « Défaite française, victoire allemande sous l'œil des historiens étrangers ». En 10 pages, tout est dit. C'est vraiment un article absolument formidable. Et qu'est-ce que dit Jackson ? Il dit que l'Angleterre, ce que j'essaie de démontrer un peu plus longuement, mais grâce à lui et grâce aux pistes qu'il ouvre, l'Angleterre était infiniment plus mûre que la France pour collaborer avec Hitler. Infiniment plus mûr. Et il a une expression amusante, il dit, en fait, on est victime, nous Français, de fatalisme rétrospectif. Puisque, comme nous connaissons la conclusion, l'effondrement de la France, immédiatement après le gouvernement de Vichy, immédiatement après la collaboration, immédiatement après les lois anti-juives, etc., on se dit, finalement, les Français étaient prêts. Mais pas du tout. Le gouvernement de Vichy, il est plein de contradictions, et à part quelques authentiques fascistes et authentiques nazis, c'était pas du tout la majorité de la collaboration. C'est encore un autre phénomène. Alors qu'en Angleterre, il dit, tout était prêt. Tout était prêt. Et pas seulement Édouard VIII. Et il dit... alors il fait un peu d'histoire-fiction, ce qu'on appelle l'Uchronie, et il dit, en fait, si Hitler avait débarqué, ou si ils avaient fait la paix avant qu'il ne débarque, il y aurait eu un gouvernement de Vichy. Il aurait été à Harrogate. Harrogate, c'est une ville du Wiltshire où on prend les eaux, qui ressemble beaucoup à Vichy, dans le style victorien. Il dit, Pétain, ça aurait été... Lloyd George, qui était allé voir Hitler à Berchtesgaden et qui a été de toutes les tentatives de paix avortées entre 1936 et 1940. Et il dit voilà. Et c'était ça qui était écrit, et c'est pas ce qui est arrivé parce qu'il y a eu un certain Churchill. Et donc je conclurai de la même manière que lui. Je vais abuser de mon pouvoir pour poser la première question. Je vous le demande. J'avais lu, c'est anecdotique, hein, c'est complètement anecdotique, mais je préfère commencer par là parce que ça va être court, sinon j'en aurai des choses à dire. Mais bon. J'ai lu il y a quelques années un article qui disait oui, dans les années 50 ou 60, les services de communication, de presse de Buckingham Palace, donc de la couronne britannique, ont entamé une tentative de blanchiment, si j'ose dire, de l'ex-Édouard VIII, en faisant disparaître un certain nombre de pièces, d'archives, pour effectivement recadrer l'affaire sur une simple affaire de fesses entre Madame Simpson. Et Édouard VIII. Bon. Une simple affaire de scandale amoureux comme la cour d'Angleterre les aime tant. Ils ont tout fait. Ils en auraient été empêchés au dernier moment par un monsieur qui avait lui aussi des archives, qui n'était pas britannique, mais qui avait aussi beaucoup d'archives sur tout le monde, et qui leur a dit non, pas de salisette, moi j'ai les archives, et si vous cherchez à tout prix à blanchir ce type, moi je les sors. Et c'était Edgar Hoover, le patron du FBI. Oui. Alors, il paraît. Non, mais alors, vous avez raison, mais il les a sortis, parce qu'on les a. D'accord. Et je publie à la fin, là, d'accord, ici, je vais vous montrer, une note du FBI de 1941. Donc les Windsor ont été exilés par Churchill aux Bahamas. Lui a été nommé gouverneur du Bahamas. Et elle a passé son temps, enfin les allers-retours aux États-Unis, etc. Et elle a parlé avec des gens en leur expliquant qu'elle allait devenir certainement reine d'Angleterre quand Hitler aurait envahi l'Angleterre. Et voilà cette note. Et elle vient du FBI et c'est Hoover. Et vous la trouvez dans les archives britanniques. Voilà. Alors, c'est tout à fait exact, mais il n'y a pas qu'Hoover. Ils n'ont pas pu tout... en fait, c'est Churchill qui, quand il est devenu Premier ministre, dans les années 50, a essayé d'expurger le maximum. Mais il y avait beaucoup de choses qui avaient été saisies par les Américains. Notamment quand ils sont arrivés à Cobourg,
au château de Cobourg, le fameux Édouard de Saxe-Cobourg-Gotha dont je vous parlais tout à l'heure, gardait énormément d'archives. Et notamment, c'est dans ce château qu'avaient été déposées les archives de Walter Schellenberg, Schellenberg étant le numéro 2 des services de renseignement de la SS, qui était l'officier traitant d'Édouard VIII, qui a écrit des mémoires, et qui raconte ça dans ses mémoires d'ailleurs, publiées il y a quelques années, enfin republiés avec un appareil critique intéressant il y a quelques années, mais qui sont parus pour la première fois en 57 ou 58. Et c'est lui qui avait mis 50 millions de côté, 50 millions de marques de l'époque, c'était considérable, en Suisse pour Édouard et Wallis, qui étaient à ce moment-là, en 1940, au Portugal, et il voulait les exfiltrer du Portugal pour les emmener en Suisse, qui profitent de cet argent et qu'ils attendent l'invasion de la Grande-Bretagne pour être restaurés. Donc toutes les notes de Schellenberg, de l'ambassadeur d'Allemagne en Espagne et au Portugal, étaient conservées là, et les Américains sont tombés dessus. Et donc Churchill en a récupéré certaines, a confronté Édouard VIII, avec lequel il était assez lié avant-guerre, ils étaient assez amis, ils aimaient beaucoup le whisky tous les deux, enfin ils s'entendaient très très bien. Puis ils ont rompu évidemment en 1940, parce que Churchill, quand il est arrivé au pouvoir, l'a mis en demeure d'arrêter ses contacts et l'a même menacé de cour martiale. Il est allé jusque-là. Bon. Et il l'a convoqué à Downing Street en 51 ou 52 et lui a montré tous les papiers. Et il paraît qu'Édouard VIII était impassible et a dit « mais tout ça est exact, mais je ne vois pas ce que j'ai fait de mal ». C'est absolument incroyable. Sur Édouard VIII, c'est une très très curieuse personnalité. Il avait un secrétaire qui s'appelait Tommy Lassell. Si vous avez vu The Crown, on le voit dans The Crown. Il a été le secrétaire de George V à la fin de sa vie. Il a été quelques mois le secrétaire d'Édouard VIII, mais il a démissionné parce qu'il ne supportait pas sa façon de gouverner. Ça, on peut en reparler aussi, c'était invraisemblable. Bon, vous savez, il y a une boîte rouge qu'on donne au souverain, que le Premier ministre donne toutes les semaines au souverain pour qu'il signe des papiers, pour qu'il montre qu'il les a vus. Et il y a là des documents du MI5 ou du MI6 que le souverain doit avoir eu sous les yeux. Voilà. Et à lui, Édouard VIII, les 8 mois où il était au pouvoir, il oubliait de rendre ses papiers, ou il les rendait tachés d'alcool. Et Tommy Lassell a démissionné. Et il est redevenu le conseiller de George VI, quand George VI a succédé à son frère, et il a même guidé les premiers pas d'Élisabeth quand elle est arrivée à Buckingham. Et Lassell, qui était un type plus british que nature, enfin qui ne souriait jamais, beaucoup d'humour à froid, mais qui connaissait tous les rites et tous les usages. On ne l'a jamais entendu dire du mal de personne, mais il a dit d'Édouard VIII, il avait le cerveau d'un enfant de 15 ans. Il l'a écrit dans ses mémoires. Donc voilà, ça je le cite, c'est un témoignage qui est intéressant. Il a vraiment été totalement pris en main par Wallis, il faut quand même, le pédigré de Wallis est quand même intéressant. Wallis, elle commence en Chine, dans des bordels, il faut dire les choses comme elles sont. Elle est la maîtresse de Ciano, Galeazzo Ciano, qui sera le futur gendre de Mussolini, qui était consul d'Italie à Shanghai. Puis ensuite, elle est la maîtresse de Ribbentrop, quand il est ambassadeur d'Allemagne à Berlin, avant d'être rappelé et devenir ministre des Affaires étrangères. Donc c'est dire qu'elle avait tout de même un tropisme allemand. Ambassadeur à Londres. À Londres, pardon, je dis oui, Londres. Ouais. Voilà. Donc c'était vraiment un agent, c'est clair et net, c'était un agent. Il a été vraiment pris en main par elle. Alors je donne dans le livre quelques extraits de filatures de la Special Branch de Scotland Yard qui surveillait les étrangers. Elle était étrangère, elle était américaine. C'est George V qui, à la fin de sa vie, était tellement effaré de l'argent que dépensait son fils. Il dépensait sa liste civile qui aurait dû lui faire l'année. 6 mois après, il n'y avait plus rien, il demandait des rallonges. Et donc il a demandé, avec l'accord du Premier ministre, qui était donc à l'époque Chamberlain, tout juste avant Chamberlain, c'était...
Halifax ou McDonald's? Non. Entre MacDonald et Chamberlain, Stanley Baldwin, avec l'accord de Stanley Baldwin, on l'a fait suivre le prince de Galles, puisque Édouard VIII était le prince de Galles à l'époque, son successeur désigné, et c'est là que les services britanniques, et la Special Branch de Scotland Yard, a découvert l'existence de Wallis Simpson. Et voilà, et elle a été immédiatement cataloguée comme agent étranger. Immédiatement. Non seulement elle dépensait la liste civile à elle seule, ou presque, mais en plus, elle travaillait pour les Allemands. C'est dire que Baldwin, quand il a poussé Édouard VIII à l'abdication, c'était pas seulement parce qu'il scandalisait la chronique, c'est parce qu'il était entre les mains de quelqu'un de dangereux. C'est clair et net. Hein. C'est clair et net. Cela dit, Reynaud était entre les mains de la comtesse de Porte aussi à l'époque. Et... Oui, mais il avait moins de pouvoir. C'est vrai. Puis elle a mal fini. Oui, c'est vrai. Oui. Comment analyser les bombardements de Londres au regard de votre exposé? Parce que j'ai cru comprendre que les bombardements n'avaient pas été si dramatiques que ça. Je sais que le peuple anglais était traumatisé par ça, mais il paraît que la ville de Londres a été quand même globalement plutôt épargnée. Il y a quand même eu, oui, par rapport à Berlin ou à Dresde, ça, il n'y a pas photo. Est-ce que, ça, ils n'avaient pas les mêmes moyens sûr. Non plus que l'aviation anglo-américaine. Vous savez que c'est certainement Churchill qui est le premier responsable des bombardements de Londres. Parce que il a envoyé la première partie de la bataille d'Angleterre en juillet-août. Londres est absolument épargné. Le Blitz arrive en septembre. En juillet-août, ce qui est bombardé et ce qui est vraiment menacé de destruction totale, c'est les industries d'armement et notamment les usines qui fabriquent les Spitfire. Il y a le fameux 7 août 1940, le jour de l'Aigle, qui a été vraiment... ça a été tout à fait ric-rac. Il y avait des chaînes de Spitfire étaient à l'arrêt. Et donc, Churchill a eu cette idée d'envoyer 2 ou 3 Lancaster bombarder Berlin. Ils ont balancé quelques bombes sur Berlin. Ça a rendu Göring furieux, qui a demandé l'autorisation à Hitler de faire un bombardement de terreur sur Londres. Et les bombardements de terreur sur la population ont commencé à ce moment-là, fin août, début septembre. Le Blitz, le plus fort du Blitz, c'est fin septembre, mais ça a conduit jusqu'au début 1941. Mais pendant ce temps-là, les usines d'armement étaient épargnées. Et ça, c'est le cynisme, et en même temps le génie de Churchill. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas comparer. Il se trouve qu'il y a un mois, j'étais à Dresde, que je ne connaissais pas, qui a été reconstruit magnifiquement du temps des communistes. Hein. Ça a été reconstruit en 10 ans, entre 48 et 58. Et j'ai vu des photos, on voit des photos dans les livres, mais là j'ai vu des centaines de photos. C'est stupéfiant. Enfin, il ne restait rien. Donc Londres, ça n'a pas été ça. Hein. Londres a mis à peu près 5 ans, je crois, pour se reconstruire. Pardon ? Londres a mis à peu près 5 ans, je crois, pour se reconstruire, 5-6 ans. Oh, et même pas tout, parce que l'église... enfin bon, bref, oui, mais ça a été un travail magnifique. Ça a été moins touché parce qu'il y avait moins d'industrie aussi, que des villes comme Liverpool ou Bien sûr. Birmingham. Monsieur. Moi, j'avais une question, je ne sais pas si ma question est, on va dire, hors sujet, mais comment ça se fait que, on va dire, peut-être la bourgeoisie, la noblesse anglaise était pénétrée par le nazisme, alors que quand même, je veux dire, l'Angleterre, c'est quand même la patrie du libéralisme, c'est la patrie de l'habeas corpus, c'est vrai. De la glorieuse révolution. Quel est ce paradoxe, en fait? Comment vous l'expliquez, en fait? C'est vrai, mais je pense que c'est la volonté de garder l'Empire, et ils avaient compris qu'une alliance avec l'Allemagne, c'était la garantie que l'Empire serait conservé, puisque Hitler l'avait écrit, dit et répété. Et vous savez, j'ai fait un précédent livre il y a quelques années sur les entretiens oubliés d'Hitler. Et dans ces entretiens, les 3/4 sont d'ailleurs adressés à la presse anglo-saxonne, un peu américaine, mais surtout anglaise. Et il ne parle que de ça, du glorieux empire britannique. Et pour les Anglais, c'est très important. Il n'était pas question pour l'aristocratie britannique, ni même pour la bourgeoisie et les gens de la City, de se convertir au national-socialisme et de défiler en chemise noire. Pour ça que je vous dis que Mosley était spectaculaire, mais n'a pas eu un grand succès. Il n'a pas eu un grand succès. C'était vraiment un calcul politique, économique, financier.
C'était pas, et quand je dis politique, géopolitique. C'est ça. Mais il n'y avait pas d'admiration pour le mythe du XXe siècle de Rosenberg ou même pour les doctrines d'Heinrich Himmler. Ça ne les intéressait pas du tout. Alors il y avait, évidemment, il y avait des groupuscules très racistes. Comme il y avait un type qui s'appelait Raven Thompson, par exemple, qui avait créé la Ligue nordique. Et ils étaient plus nazis que les nazis. Mais c'était 300 personnes. C'était 300 personnes. Il y a peut-être un élément que vous oubliez, si je puis me permettre, dans cet entre-deux-guerres, c'est que pour beaucoup de gens de ces milieux que vous venez de citer, dans le monde entier, et particulièrement en Angleterre, il y a aussi la peur du rouge. Ah ben alors, évidemment. Comme chez nous, bien sûr. Bien Ah, sûr. mais plus encore. Je crois que parmi les bien pays sûr. qui ont été les plus hystériques dans leur anticommunisme à l'époque, il y avait effectivement J'ai oublié. l'Allemagne, mais c'est le monde anglo-saxon et le monde anglais. Vous avez en raison, je suis particulier. impardonnable de ne pas l'avoir dit, mais ça me semble tellement évident. Il y avait, par exemple, toute la presse britannique était anticommuniste, était pro-hitlérienne, pas anticommuniste. Vous avez raison. Y compris Churchill d'ailleurs à l'époque. Alors Dans les années 20. Churchill était assez... il aimait bien Mussolini. Mussolini, oui. Il aimait bien Mussolini. Il est D'ailleurs, allé le voir. Il semblerait d'ailleurs que... Quand il était chancelier de l'échiquier, il est allé voir Mussolini et il lui a dit « Si j'étais italien, je serais fasciste ». Ouais. Non, mais Oui. je parle de ça. Mais vous avez évidemment raison, la peur du communisme, mais c'était vrai en France. Et il y avait notamment un type qui s'appelait Lord Rothermere, qui était le propriétaire du Daily Mail, 4 millions d'exemplaires à l'époque, qu'on appelait le Press Lord, et qui est allé voir Hitler pas moins de 5 fois. Pas moins de 5 fois. Et qui lui a donné son portrait. Alors Hitler n'a jamais mis le portrait de Rothermere sur son bureau, mais Rothermere avait le portrait d'Adolf Hitler sur le sien, jusqu'en 1939. Ouais. Non, mais c'est important de le savoir Bien parce sûr. que ça aura des conséquences jusque tout au long de la guerre froide, où souvent les Britanniques seront Oui. encore plus Ah oui, bien hystériquement anti-soviétiques que les Américains eux-mêmes. Bien sûr. J'avais discuté avec un officier de sous-marin nucléaire français qui, dans le milieu des sous-mariniers, qui est une grande famille internationale, les rumeurs et les anecdotes circulent. Il paraît que les sous-mariniers britanniques, pendant la guerre froide, ont fait des conneries, passez-moi l'expression, mais qui, à quelques millimètres près, auraient pu déclencher l'Holocauste mondial avec les sous-marins soviétiques. Hein. C'était des pirates, littéralement. Et ça explique aussi beaucoup, je pense, l'attitude de la Grande-Bretagne actuellement. Ah, ils ont toujours eu... ils sont Il y a toujours un beaucoup racisme intéressés à Il y a un la... racisme anti-russe qui Oui. Mais depuis la guerre de Crimée, hein. Ouais. Depuis la guerre de Crimée. Moi, je voulais revenir en fait justement sur les relations avec les États-Unis, parce que les États-Unis ont eu justement un certain tropisme Aussi. vis-à-vis d'Hitler, avant tout par anticommuniste, mais aussi parce que quand on regarde en fait l'historique des communautés que constituent les États-Unis, la plus grosse Bien sûr. communauté, 18% en l'occurrence des communautés américaines, en plus assez puissant chez les Wasques, était d'origine allemande. Donc il y avait quand même déjà, on va dire, des liens du sang historiques. Oui. Et je voulais savoir en fait ce que ça induisait comme type de relation entre les États-Unis et l'Angleterre à ce moment-là. Dans les années 30, avec d'un côté une espèce de lutte de puissance, mais d'un autre côté, finalement, chacun a une raison de pouvoir quand même tolérer ou... Ah bien sûr, mais le Roosevelt n'est entré vraiment dans la guerre mentalement. Il est entré en 41, mais mentalement en 39. Hein, parce qu'il y avait d'abord il y avait un fort courant isolationniste. Roosevelt n'avait pas beaucoup d'atomes crochus avec les nazis, c'est clair, hein, mais c'était pas un problème. Ça aurait été un problème si l'Angleterre était tombée pour lui. Ça, c'était un problème. Mais voilà. Churchill, alors c'est marrant, vous parlez de ça, mais il y a une chose que je n'ai pas citée parce que je ne peux pas tout citer. Le livre fait 400 pages, mais il y a, je rappelle une chose importante. En 1940, au mois de mai 40, au moment où tout se joue, là, Dunkerque, c'est là aussi où il fait mettre en prison tous les chefs du parti fasciste britannique, et il démantèle un réseau d'espionnage allemand au sein même de l'ambassade des États-Unis à Londres.
et en liaison avec l'ambassadeur Kennedy, car l'ambassadeur Kennedy avait l'idée, il était démocrate, et il avait l'idée de se présenter aux primaires démocrates contre Roosevelt. Et il ne cessait d'envoyer à Roosevelt des messages sur le thème « L'Angleterre ne tiendra pas 6 semaines, il faut faire la paix, etc. Churchill est un fou, etc. etc. » Et Churchill a mis la main sur un espion, c'était le chef du chiffre de l'ambassade des États-Unis à Londres, qui s'appelait Tyler Kent, exactement. Et ce Tyler Kent a été mis en prison par les Anglais. Il a été libéré qu'en 1945 et il s'est suicidé après. Ou il a eu un accident. Non mais vraiment. Hein. Et dans l'heure qui a suivi l'emprisonnement de ce Tyler Kent, l'ambassadeur Kennedy a été rappelé aux États-Unis. D'accord. Il était vraisemblablement complice. Vraisemblablement complice. Il faut rappeler, pour ceux qui ne savent pas, que l'ambassadeur américain à Londres, Joseph Kennedy, c'est le père. Voilà, c'est le père. Du futur président. Hein. Oui. Est-ce qu'on pourrait expliquer ce rapprochement entre l'Angleterre et l'Allemagne d'une approche géopolitique? Parce qu'au début du XXe siècle se développe la théorie de Mackinder, oui, avec le pivot géographique de l'histoire. Et donc, faire alliance avec l'Allemagne, c'est aussi contrer justement la menace. Oui, mais ça ne devenait possible qu'après la Première Guerre mondiale, parce qu'il y avait cette concurrence sur les mers qui était intenable pour les Anglais. C'est pour ça que je dis que tous les ingrédients étaient là, mais on ne pouvait laisser Hitler dominer le continent que s'il laissait la liberté des mers. Ça, c'était fondamental. C'est toujours la lutte entre thalassocratie et puissance continentale. Alors, vous avez parlé du coup de l'importance d'un homme dans le déroulement de l'histoire. En l'occurrence, Churchill, c'est une vision qu'on hérite justement des Grecs, qui est trop oubliée dans l'historiographie d'aujourd'hui. Mais qu'en est-il en fait de la position du peuple britannique, justement, parce qu'on a parlé de l'oligarchie. Le peuple britannique, jusqu'à Munich, oui, pardon. Est-ce que c'est lié justement, je voulais faire le lien avec Oswald Mosley justement, parce qu'il était certes impressionnant en discours, tout ça, mais il était même par les autres partis fascistes et nos dirigeants partis fascistes, il n'était pas forcément reconnu, qu'il voulait trop un parti international, il suivait assez doctrinalement les idées de Gentile quand même. Et du coup, est-ce que c'est lié au personnage de Mosley aussi, le fait que le fascisme n'est pas pris en Angleterre, ou par le peuple, en fait, par le bas? Quelle était la résistance Il y avait un parti communiste faible en Angleterre, ça n'a jamais été important. Donc le parti anticommuniste était également faible. Faible, mais quand même plusieurs Oui. dizaines de milliers d'adhérents dans l'entre-deux-guerres. Oui, oui, d'accord. Et puis mais tenant c'est pas certains syndicats et tout ça. Il a jamais eu la force, si je puis me permettre. français. Il a jamais eu la force du Parti communiste français Voilà. ou italien, Voilà. notamment. Voilà. Je veux dire, Parti communiste français entre 44 et 56, c'est Bien sûr. bon, c'est un État dans l'État. Hein. Et même dans les années 30. Beaucoup moins dans les années 30. C'est pas un État dans l'État, mais quand même. C'est quand même, il est assez puissant, mais il est beaucoup moins. Mais puissant. en Angleterre, il est moindre. Il est encore moins. Mais c'est pas un groupuscule. Non, C'est pas pas du un tout. groupuscule de quelques gauchos. Non, c'est pas comme aux États-Unis. C'est pas le Voilà. Parti communiste américain. Voilà. Vous avez raison. Et puis, vous avez tous les ouvriers membres des syndicats du Labour Party qui se considèrent vraiment comme socialistes. Il y a une tradition socialiste anglaise. C'est pas un socialisme marxiste rouge, mais c'est un socialisme quand même qui se considère comme ça. Et d'ailleurs, je pense que la scène qui est historiquement fausse dans le film, où on voit Churchill dans le métro, Oui, alors elle est fausse. elle est fausse, mais elle est très intéressante. Oui. Parce que comme disent les Italiens, e si non è vero è ben trovato. Exactement. Parce que elle synthétise en fait ce qu'a compris Churchill. Exactement. C'est aussi pour ça que c'est un grand politicien, c'est qu'il comprend que le meilleur moyen de court-circuiter et de squeezer les magouilles politiques des cercles oligarchiques, c'est de les contourner en faisant appel au peuple. Et effectivement, il obtient l'assentiment populaire. Absolument. Et qui ne sont pas forcément cocos, hein. D'ailleurs, monsieur et madame tout le monde ne sont pas forcément communistes, ni même travaillistes et tout ça. Mais ils sont, je veux dire, un régime nazi, un régime allemand et tout ça, ça leur plaît pas tellement. Là où il y a eu de la collaboration, on le sait maintenant,
c'est dans le seul territoire britannique Oui, occupé vous par les avez Allemands. raison, il y a un livre là-dessus. Dans les îles anglo-normandes. À Jersey, on m'a raconté que les Allemands se promenaient la plupart du temps sans armes, voire en civil après 18 heures. Non, mais c'est incroyable. Vous imaginez en France, les types, ils avaient peur d'être abattus dans le dos. Mais non, ça marchait comme ça. Ouais. Jersey, Guernsey. Ah oui. Ouais. C'est absolument vrai. Monsieur. Alors, merci d'abord beaucoup pour cette conférence, c'était très intéressant. J'aurais voulu vous demander éventuellement les liens qu'aurait pu entretenir, et éventuellement qu'aurait pu entretenir aussi dans le cadre, vous évoquiez l'Uchronie à la fin, avec les élites vichysoises, notamment en tenant compte du fait que celles-ci comprenaient un certain nombre d'éléments très anglophobes, je pense notamment à l'amiral Darlan. Et si, dans le cadre d'une collaboration avec Hitler, et vous avez évoqué le cadre colonial, est-ce que les Anglais auraient pu espérer obtenir certaines parties de l'empire colonial français? Je pense notamment aux prétentions que l'Angleterre a toujours eues sur le Liban et la Syrie. Réponse oui. Réponse oui. Ça, c'est évident. Mais bon, on ne refait pas l'histoire avec des si. Il n'y a pas eu de collaboration en Grande-Bretagne parce qu'il n'y a pas eu la Grande-Bretagne n'a pas été envahie. Mais tout ça était extrêmement anti-français. Extrêmement anti-français, bien sûr. En Afrique du Nord, ça devait être Bien séparé sûr. entre les Espagnols et les Italiens, par exemple. Le Maroc et l'Algérie jusqu'à Oran aux Espagnols, et Constantine et la Tunisie aux Italiens. Et Mussolini était très preneur d'une grande partie de l'Empire français, et Hitler a dû le modérer jusqu'à la conclusion de l'armistice, parce qu'il se disait, si ils ont des revendications qui sont connues, la France ne signera jamais l'armistice, et la flotte s'en ira en Angleterre ou aux États-Unis, mais elle ne restera pas. Et Hitler était terrorisé, c'était pas le genre à être terrorisé, mais enfin il craignait beaucoup que la flotte française, qui était la 3e ou 4e du monde selon les classements, s'en aille en Angleterre. Oui, monsieur. Oui, vous avez beaucoup parlé d'un rapprochement pour des raisons géopolitiques, idéologiques, et vous avez un petit peu évoqué l'idée d'une fraternité entre l'Allemagne et l'Angleterre sur le plan culturel, et que Hitler en parlait un petit peu comme d'une nation seule. Hitler était fasciné par, mais il était bien le seul dans son entourage, même les gens étaient. Je dirais que quand Hitler s'arrête devant Dunkerque, c'est même Rommel, même Rundstedt, même ses fidèles les plus proches ne comprennent pas ce qu'il fait. Et il leur dit, mais il faut faire la paix avec l'Angleterre, et ils ne comprennent pas. Hitler était vraiment très seul de ce point de vue-là. Du côté des Allemands, il voulait mettre la pâtée aux Anglais, et puis c'est tout. Hitler était très seul, alors que du côté anglais, c'était beaucoup plus partagé, l'admiration pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, beaucoup plus partagée. Et je me demande, quelle est la place de la religion là-dedans? Est-ce qu'il y a une fraternité qui peut avoir, pas forcément sur le plan institutionnel, mais plus sur le plan... Non. Le protestantisme anglais, la religion réformée anglaise n'a pas grand-chose à voir avec le luthéranisme. En plus, beaucoup de nazis étaient catholiques, et beaucoup plus que protestants. Non, il n'y a pas. Alors là, franchement, je ne pense pas qu'on puisse trouver de connexion culturelle et même religieuse. Vraiment pas. Monsieur, Pour rebondir sur les questions précédentes. parlez plus fort, s'il vous plaît. Pour rebondir sur les questions précédentes, il n'y a pas eu de collaboration en Grande-Bretagne, mais est-ce qu'il y a eu officieusement une épuration après? C'est-à-dire, et après coup, est-ce qu'il y a une mémoire? Non, très peu. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a eu 2 types qui ont été pendus en Angleterre en 1945. 2 et pas 3. 2. L'un qui s'était engagé dans la SS. Bon, ça c'est ennuyeux, et qui avait combattu contre les Britanniques, et l'autre qu'on appelait Lord Howe, qui était un ancien, un proche de Mosley, qui trouvait Mosley trop mou, et qui en 1939 s'était exilé en Allemagne et parlait tous les jours à la radio de Berlin contre son pays. Et donc, quand il s'est fait choper en 1945, effectivement, il a été... voilà. Mais c'est tout. Il n'y a pas eu du tout de l'équivalent de l'épuration. Churchill a mis 3000 membres de la BUF en prison, plus ou moins prison de résidence surveillée,
Mossé lui-même a été extrêmement bien traité. Il a été logé dans sa 3 pièces avec sa femme. Il s'était nourri magnifiquement bien et ils ont été élargis en 1943. Voilà. Donc il n'y a pas eu... on a considéré, enfin Churchill a considéré qu'il fallait les mettre hors d'état de nuire, puisqu'ils avaient pris le parti de l'Allemagne, et on les libérera en 1945. Et c'est ce qui s'est fait. Mais voilà, à part, personne n'a pris les armes contre son pays en Angleterre. C'est le problème des collaborateurs français, c'est que certains ont pris les armes contre leur pays. C'est pas du tout la même chose. Du coup, il n'y a pas de mémoire non plus particulière de ça. Non, non, absolument pas. Mosley a repris d'ailleurs ses activités politiques après. Ça a d'ailleurs à nouveau mal tourné parce que c'est un type qui était d'une violence personnelle absolument incroyable. Il était charmeur. Il paraît que c'est un type, quand on le rencontrait, qu'il est tout à fait charmant, etc. Mais il aimait se battre, et son père était déjà comme ça, et il était d'une violence invraisemblable. Et dès qu'il y avait un meeting politique, il fallait que les gens se battent. Alors, soit il attaquait les services d'ordre qui venaient des adversaires, soit il allait attaquer ou faire attaquer des meetings concurrents. Donc c'était vraiment... voilà. Donc ça n'a pas bien marché. Il s'est présenté aux élections plusieurs fois. Dernière fois, je crois, en 1970. Et après, il s'est exilé en France avec sa femme. Ils ont acheté un hôtel particulier à Meudon, si je ne me trompe. Non, Orsay. Où il est mort. En France, tranquillement, à ce moment-là. Oui. Il y avait la nièce de Christian Dior aussi qui était mariée Ah, il y a eu une affaire comme ça. Je ne connais pas le détail, mais absolument. Oui, tout à fait. Elle a donné une interview délirante. Pardon ? Elle a donné une interview délirante. Oui, absolument. J'ai vu passer ça. Oui. Oui. Je veux dire un truc, je ne connais pas trop les relations internationales. Merci pour la conférence. Est-ce que la réelle politique, le jeu des alliances, un peu, c'est pas un argument, est-ce que c'est un argument suffisant pour accepter que Hitler dirige suffisant, vous savez. La anglaise n'était pas aussi un critère qui a fait que ça empêchait la marine et l'aviation. Donc, d'envahir l'Angleterre, les Anglais ne se seraient pas laissés faire quand même. Ah, sûrement pas, non. C'est sûr que ce n'est pas dû uniquement à Churchill. Et puis il y avait peut-être des forces souterraines, par exemple dans la finance anglaise, des gens qui étaient employés. Mais s'il y avait eu la paix entre l'Allemagne et l'Angleterre en 1940, il n'y aurait pas eu d'invasion de l'Angleterre. Le problème est tout autre, si vous voulez. Je pense que si Hitler avait envahi l'Angleterre, ça se serait très mal passé pour les Allemands. Très mal passé pour les Allemands. Churchill avait prévu d'ailleurs des dispositifs absolument incroyables, notamment le largage de tonnes de chlore, d'eau de Javel pure sur les troupes allemandes si elles avaient débarqué. Il y avait une milice aux gardes qui était tout à fait entraînée. Non, mais ça, il n'y aurait pas eu... S'il y avait eu la guerre, il est clair que le peuple anglais aurait été, comme on le connaît, formidable. Ça aurait été une boucherie. Ça aurait été certainement parce que ça aurait été une guerre anti-guérilla avec des villages rasés. Bien sûr, tout ça aurait été... bien sûr. Mais la question qu'on se pose, que je me pose dans ce livre, la question que se posent les gens qui s'intéressent à cette question des liens anglo-allemands entre les deux guerres, c'est qu'ils devaient faire la paix. Et pourquoi ne l'ont-ils pas faite? Voilà, c'est ça. Mais s'il y avait eu la guerre, ça se serait très très mal passé. Et l'entente cordiale, c'était un peu... Vous dites que c'est un peu bidon parce que... Ah ben c'est totalement bidon, puisqu'en 1918, ils me garantissent en 19... pardon? C'est un peu comme l'amitié franco-allemande, quoi. Le couple franco-allemand, c'est des espèces de mots qu'on utilise dans la diplomatie. C'est encore autre chose, ça. Non, c'est encore autre chose. Et là, c'est encore autre chose. C'est vrai qu'il y a eu Fashoda aussi en plein milieu de l'entente cordiale. En plus, bien sûr. C'est juste Fashoda qui est... Bien sûr. Oui, monsieur? Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y avait personne dans la corporation guerre qui avait autant cette fascination pour l'Angleterre, mais est-ce qu'on peut pas évoquer le cas de Rudolf Hess qui se rend tout seul en Angleterre dans une entreprise un peu... est-ce que vous débordez de la question? Oui, mais il était bien le seul. Il était bien le seul, vraiment. Hein. L'histoire Rudolf Hess, c'est une histoire dont on n'aura jamais le fin mot.
mais moi, je pense, je suis de l'avis de François Delplat, qui en sait beaucoup plus que moi là-dessus, je pense qu'il a été le jouet de Churchill. Car en fait, il n'y avait plus de relation entre Hitler et les Anglais depuis que Churchill était arrivé et qu'il avait dit non aux propositions de paix. Rudolf Hess lui-même était totalement marginal au sein du pouvoir hitlérien, mais il avait des relations importantes dans la gentry britannique, notamment avec le duc Hamilton, chez qui il était censé atterrir en 1941. Churchill le savait, et Churchill avait besoin de faire croire aux soviétiques qu'une paix éventuellement allait se faire entre l'Angleterre et l'Allemagne pour que les soviétiques entrent en guerre. C'est une manœuvre extraordinaire. Et on a réactivé les liens entre Rudolf Hess et les Anglais pour faire peur aux soviétiques, pour les inquiéter et pour qu'ils entrent en guerre. Churchill a dit 10 fois, a fait passer le message, il a dit en tête-à-tête à Staline, les Russes vont vous attaquer, les Allemands vont vous attaquer. Il ne voulait pas le croire. L'affaire Rudolf Hess peut avoir été un artifice pour convaincre Churchill qu'il y avait péril dans la demeure. Ça, c'est du billard à 5 bandes. Absolument. C'est la thèse de Delplat. Moi, oui, mais elle se tient. Hein. Ça va être génial. Ouais. Madame. Oui, monsieur, pardon. Moi, je voulais parler d'un détail un peu secondaire, parce que Mme Lepoiris prétend que Schneider avait vendu en 1938 les usines d'armement françaises dans les Sudètes aux Allemands. Mais oui, mais elle a raison. Voilà. Mais bien sûr, elle a raison. Ils ont même très bien vendu. Oui. Très, très bien vendu, bien sûr. Elle a raison. Elle est très forte là-dessus. Elle a regardé tous les papiers. Oui, c'est terrible. Ouais. Ah non, mais le patronat français était au-dessous de tout, Pas comme aujourd'hui. Oui, c'est pas d'habitude. C'est pas... Ils sont pas prévoyants. Pour vous demander de préciser 2 points, s'il vous plaît. Le premier, c'est l'arrivée de Churchill au pouvoir auprès des féministes. Parce que quand on lit les livres d'histoire mainstream, on ne comprend pas comment ça se fait. Et notamment dans le film Les Heures sombres, on voit qu'il est applaudi par les travaillistes et absolument pas par les conservateurs. On a l'impression que Lord Halifax cède la place de féministe pratiquement par humilité, en tant que Lord, par rapport à la Chambre des communes. Donc, et dans le film, notamment, on voit le roi George VI qui se nettoie les mains après avoir serré la main de Churchill. Donc on ne voit pas ce qui l'amène au pouvoir. Et ce qui l'amène, c'est qu'en fait, Halifax est persuadé que ça ne tiendra pas et veut qu'il aille à l'échec. Et c'est Halifax qui s'efface, car Churchill a même conseillé à George VI de nommer Halifax. Et Halifax a répondu « Je n'aurai pas l'autorité sur la Chambre des communes parce que je suis moi-même à la Chambre des lords ». Et voilà, c'est vraiment, là aussi, c'est du billard à 5 bandes, parce que les... Il espérait que Churchill se casse la gueule. Pardon ? Il espérait que Churchill échoue, en fait. Et il espérait que Churchill échouerait. Et voilà, c'était... Le second point, pour le second point, ma seconde question, vous parlez d'Édouard VIII. Oui, Édouard VIII. Est-ce qu'il y avait vraiment des plans pour le remettre sur le trône en cas d'invasion ou c'est de l'imagination ? Ah non, pas du tout. Vous lisez les mémoires de Schellenberg, tout y est. Ah non, pas du tout. Ils ont failli l'enlever quand il était en Espagne, ils devaient le faire passer au Portugal. Non. Et le Churchill a mis le MI6 là-dessus, qui est allé un peu plus vite en besogne que les services allemands. Ils l'ont fait embarquer quasiment de force pour les Bahamas, parce qu'ils avaient peur qu'il soit enlevé par les Allemands. Non, ça c'était... On a même retrouvé la trace après-guerre des 50 millions de marks. Non, c'était... Schellenberg raconte, il y a 30 pages là-dessus, dans les mémoires de Schellenberg. Je vous engage à les lire, c'est passionnant. Mais il n'aurait pas eu le moindre pouvoir, ce pauvre Édouard VIII. Mais lui espérait qu'il pourrait
en renier quelques-uns de plus que son frère et prédécesseur, bien sûr. Mais enfin, ça n'aurait pas eu de grande importance. Dernière question. J'avais une question, justement, vous parlez de la couronne britannique, mais par exemple, quelle était la position, notamment en Ulster, des loyalistes en Ulster, notamment parce qu'on sait que les Allemands avaient eu des projets, notamment les terroristes de l'IRA, d'attaquer le nord de l'Irlande. Enfin, ça, je n'ai pas du tout étudié la question. Je sais que l'Irlande a été neutre. Vous savez que, bon, c'est vrai qu'ils ont... Mais ils n'ont jamais voulu aider les Allemands. En fait, le projet des Allemands, c'était d'avoir leur base, leur aviation en Irlande pour pouvoir mieux envahir l'Angleterre. Voilà. Et en fait, les Irlandais ont été plus malins que ça. Ils ont ménagé la chèvre et le chou. Ils ont jamais. Oui, ils sont restés. Absolument. Oui. Ça, c'est vrai d'un point de vue strictement militaire. Par contre, d'un point de vue réseau d'espionnage, l'Adver avait des bases importantes en Irlande, à Dublin. Oui. Je disais juste tout à l'heure qu'il me semble que Eamon de Valera, qui était un des principaux chefs de la rébellion irlandaise et qui par la suite était le chef de l'État irlandais, a adressé un message de condoléances quand il a appris le suicide d'Hitler. Je l'ignorais. Je l'ignorais. Mais à qui l'a-t-il adressé? Parce que c'est l'ambassadeur d'Allemagne à Dublin. Ah oui. À l'ambassadeur d'Allemagne à Dublin qui, jusqu'au 8 mai 1945, arborait sa croix gammée sur le fronton de... Si je peux me permettre, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est qu'en fait, on lui a beaucoup reproché ça justement pendant des années, jusque dans les années 60. Et en fait, Valera s'est toujours justifié en expliquant qu'il n'avait pas salué Hitler en tant que personne et en tant qu'idéologue, etc. Mais il avait salué en fait juste le chef d'État. Voilà, c'était juste ça. Parce qu'il estimait que en fait, c'est un politique à l'ancienne. Les chefs d'État se doivent du respect les uns aux autres, etc. Ça s'est perdu aujourd'hui, ça. C'est-à-dire que comme beaucoup de mouvements nationalistes des premières décennies du XXe siècle, ils étaient partagés dans leur tête, y compris, entre des tendances qu'on qualifierait, nous, a posteriori d'extrême droite, et des tendances qu'on qualifierait, nous, a posteriori d'extrême gauche. C'est vrai. Et dans l'IRA, il y a ça. Il y a ça. Et en plus, il y a aussi le fait que pour beaucoup d'hommes de l'IRA, les Allemands, ce sont ceux qui leur ont fourni des fonds et des armes pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a un côté... Mais c'est plutôt en 14 qu'ils étaient... Oui, la première. En Irlande, appréciaient les Allemands qu'en 14. C'est ça, c'est ça. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire un deuxième tome. L'aigle et l'aigle. Ah oui. C'est-à-dire les Allemands et les Américains. Oui, bah oui. Parce que les oligarchies américaines aussi. Hein. Ouais. Ford. Mais il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu plus de choses quand même. Beaucoup plus. Il y a eu, ouais. C'est vrai. Il y a eu Prescott Bush, le grand-père. Le grand-père du président Bush. Bien sûr. Pardon? Lindbergh, qui était ami Göring. Il n'y avait pas la Standard Oil. Si, Rockefeller aussi, je crois, ouais. Oui. Il y avait Ford, il y avait un parti nazi américain puissant. Le Bund. German American Bund. J'ai vu des vidéos, des meetings du German American Bund dans Carnegie Hall. Carnegie Hall, oui. Carnegie Hall qui est tapissé de drapeaux nazis. Enfin, ça fait un drôle d'effet. Côte à gauche, je pense à Washington. Oui, c'est ça, oui. Mais ça, je vais être infiltré. Bah, évidemment, aux États-Unis, de toute façon, ce genre de mouvement est infiltré jusqu'au trognon, hein, toujours. Je veux dire, au bureau politique du Parti communiste américain, en 1950, sur 12 membres du bureau politique, il y en avait 8 qui étaient des taupes du FBI. Voilà. Bon, écoutez, merci. Merci à vous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.